Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Voilà, nous arrivons au 45e site-rep du 17 juin 2017 et le site-rep va être relativement long, donc je vais la boucler autant que possible. Et puis je vais te laisser la parole, mais effectivement, pour ce qui concerne le site-rep en lui-même, voilà, on continue sur la lancée, comme on dit, c'est-à-dire de pire en pire. De pire en pire, effectivement, puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 447 reprises, soit 52 de plus que la semaine passée, au cours desquelles 3850 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés. Donc je rappelle artillerie, mortier, chars d'assaut, lance-roquettes multiples et autres joyeusetés, en hausse de nouveau là aussi par rapport à la semaine dernière. Durant les dernières 24 heures, 71 nouvelles violations sont venues se rajouter. Ces tirs ont touché 40 localités de la République. Donc ça reste élevé, c'est un peu moins que la semaine dernière, mais ça reste quand même très élevé. Ces tirs ainsi que les mines disséminées ont fait 4 morts, quasiment tous des civils cette semaine. Il y en a eu un seul soldat. 5 blessés, tous civils en République populaire de Donetsk. Parmi les morts se trouvent une mère et son fils, donc une dame qui avait 80 ans et son fils de 54 ans tués lors du bombardement de leur maison à Trudovski, et une grand-mère de 78 ans tuée d'une balle en pleine tête par un sniper à Sakhanka. Parmi les blessés, 2 l'ont été quand leur voiture a roulé sur une mine en périphérie de Gorlovka. Concernant les 2 morts à Trudovski, je tiens quand même à signaler de nouveau une énième connerie de l'OSCE qui a refusé d'aller constater sur place sous prétexte que la rue où se trouve la maison n'est pas asphaltée. Je jure, c'est vrai, on était là quand ils sont revenus. Il faut oser, ils se sont justifiés auprès des soldats du checkpoint qui se trouve à Trudovski. Et la femme soldat qui a été les interroger est revenue vers nous en disant « Tiens-toi bien », ils nous ont dit qu'ils ont refusé d'y aller parce que la rue n'est pas asphaltée. Juste parce qu'il n'y a pas de goudron. On a tous halluciné. Ah ouais, non, mais là, c'est juste grandiose. Donc, l'OSCE qui a quand même fait un petit décompte macabre des victimes civiles en RPD depuis le début de l'année, on en est quand même à 47 morts et 222 blessés depuis le 1er janvier jusqu'au 15 juin. C'est quand même énorme. Ouais. Ces bombardements ont endommagé ou détruit 62 habitations en République populaire de Donetsk, soit 5 de plus que la semaine dernière. Il y en a eu d'autres qui ont été abîmés durant les dernières 24 heures, mais j'ai pas encore les chiffres exacts. Donc, entre autres derrière Sinovataya. Les localités les plus touchées ont été les districts de Petrovski, Kievski et Kuibishevski à Donetsk, ainsi que les localités de Krutaya Balka, Sakhanka, Komintarnovo et Alexandrovka. Donc Krutaya Balka où on a été, qui est un petit village au nord de Yassinovataya, qui est en train d'être complètement détruit par l'armée ukrainienne. En plus des civils, les infrastructures vitales sont aussi des cibles de choix pour l'armée ukrainienne. Eux, ils renoncent devant aucun crime de guerre, aucun. Tout est bon. C'est open bar à tous les niveaux. Open bar. Ainsi, les 10 et 11 juin, la 72e brigade de l'armée ukrainienne a lourdement bombardé la localité de Vassilievka, où se trouve la station de pompage et une conduite d'eau qui amène vers les stations de filtration. Les obus ont endommagé une sous-station électrique, privant la station de pompage de courant, et ce alors que donc, cette station fournit l'eau à 5 stations de filtrage, dont 4 sont situées côté ukrainien. Ces stations fournissent de l'eau à plus de 40 localités et 1,8 million de personnes. Donc on a eu des localités comme Dokuchaevsk qui dépendent de cette station qui ont été passées en état d'urgence. Une première tentative d'inspecter la conduite et de réparer la station de pompage le 11 juin avait échoué. L'équipe de réparation et les officiers du centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu se sont retrouvés sous les tirs de l'armée ukrainienne qui voulaient empêcher les réparations, bien entendu. Ce n'est que le 13 juin, et grâce au travail acharné justement du CCCC pour obtenir un cessez-le-feu, que les travaux de réparation ont pu avoir lieu. Donc sous la protection des observateurs de l'OSCE et des officiers du centre conjoint de coordination et de contrôle du cessez-le-feu, l'équipe de réparation a pu accomplir les travaux et relancer la station. Donc on voit bien quand même que l'armée ukrainienne et les autorités de Kiev, ils en ont mais rien à foutre de la population qui se trouve dans la zone qui est contrôlée par eux. Ils étaient prêts à les priver d'eau potable, juste pour pouvoir continuer d'exterminer les habitants de la République populaire de Donetsk. Alors si tu me permets, je vais faire une parenthèse parce que il n'y a pas qu'eux qui s'en foutent. Il y a aussi la Cour pénale internationale, financée par George Soros, qui a je dirais un statut très douteux,
Hein. Oui. Par contre, pour s'acharner sur le fils de l'ancien leader libyen, sans... Oui, là il y a du monde. là, il y a du monde. Hein, Mais non, pour ce qui concerne l'Ukraine, il n'y a pas tout le monde s'en d'enquête. fout. La CPI ne doit pas savoir où se trouve l'Ukraine, hein, probablement. Non, ça doit être ça, ils doivent pas savoir placer sur une carte. Donc d'après les unités de reconnaissance de la République populaire de Donetsk, la plupart de ces bombardements de zones civiles et d'infrastructures vitales sont bien sûr le fait des bataillons néo-nazis et des unités de volontaires de secteur droit qui font partie des forces armées ukrainiennes. Le but étant de provoquer un tir en retour de la part de l'armée de la RPD contre les unités régulières ukrainiennes qui sont plutôt réticentes à se battre. Donc on a vraiment l'impression que les soldats de l'armée régulière ukrainienne se retrouvent pris en otage par les néo-nazis. Résultat, on a une augmentation des abandons de positions avancées par les soldats ukrainiens. Dans un certain nombre de cas, ces abandons ont même été faits par accord mutuel avec les commandants de l'armée de la RPD. Donc on a réussi à les convaincre en disant écoutez, au vu de vos pertes et puis des caprices de vos autorités, arrêtez le tir, arrêtez le bain de sang, cassez-vous, quoi. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, en particulier dans la zone de responsabilité de la 36e brigade de marine, près de Chirokino, en face de la position où je me suis rendu il y a pas très longtemps. Les soldats de la RPD ont même pris une vidéo quand ils sont arrivés dans cette position pour prouver que c'était vrai, on a récupéré une position ukrainienne. C'est dire à quel point, je dirais, ils sont pas motivés effectifs... quand même pour aller se battre, voilà. Les mecs, pour abandonner leur position aussi facilement. Mais non seulement la 36e, mais aussi la 92e et la 72e brigade qui ont aussi abandonné des positions avancées. Dans certains cas, ces abandons ont été rémunérés, c'est-à-dire les commandants ont demandé à être dédommagés pour transférer leur position. Les montants n'ont pas dépassé 10 à 20 fois le salaire du commandant de peloton en question, donc, ce qui a été considéré comme acceptable par la RPD. Écoute, voilà. Oui. Donc on a récupéré plusieurs positions comme ça. Donc c'est là ça en dit long quand même sur l'état de déliquescence de l'armée ukrainienne. Donc on mettra le petit lien vers la vidéo qui a été prise près de Mariupol, où on voit les soldats de l'armée de l'RPD sur les anciennes positions de l'armée ukrainienne. Ouais, c'est sûr que l'offensive finale, elle risque fort d'être un beau fiasco avant même de démarrer. Ouais. Et la corruption galopante ne touche pas que les forces armées ukrainiennes, mais aussi la garde nationale. D'après les informations reçues par des sources au sein de l'administration centrale de la garde nationale, le 6 juin, des employés du bureau du procureur militaire ukrainien ont débarqué dans le bureau du commandant de la 3e brigade de la garde nationale à Kharkov, le colonel Buravkov, et du chef en second du département du personnel, le major Bovkun. Ils ont fouillé le bureau et ont trouvé près de 300 000 grivnia, que les suspects n'ont pas su expliquer d'où ça venait, bien entendu. Donc, mais bon, lors de l'enquête préliminaire, les employés du bureau du procureur ont découvert que Buravkov avait ordonné oralement à ses subordonnés de la 3e brigade de la garde nationale de lui donner 100 à 200 grivnia chacun pour la commission qui devait arriver dans l'unité pour y mener une inspection. Et il a été découvert que c'est pas un cas isolé. Donc ces raquettes au sein des gardes nationales sont récurrents et le montant total atteint à peu près 2000 grivnia par soldat. Ouh là là. C'est à peu près un tiers de leur salaire mensuel. Donc les suspects se sont expliqués en disant qu'ils ne faisaient qu'appliquer les ordres venant de l'administration centrale de la garde nationale, soi-disant pour collecter des dons pour les soldats du régiment Azov qui combattent dans la zone de l'OAT. Donc on dépouille les soldats de la garde nationale pour payer les soldats d'Azov. C'est magnifique quand même. Oui, mais ça veut dire qu'ils font ça parce qu'ils veulent pas officiellement les payer. Parce que sinon, ils seraient associés aux crimes commis par ces néo-nazis de ce fait-là. De toute façon, ils sont déjà officiellement, puisque le régiment Azov dépend en termes de commandement du ministère de l'Intérieur ukrainien, je le rappelle. Ouais. Mais peut-être que pour eux, il suffit de pas les payer, ça suffira pour ne pas être associé à eux. Oui. Bon, c'est pas isolé, parce que le même commandant de brigade, le même, avait déjà été mêlé à un scandale de corruption en 2016 pour avoir signé des contrats pour plus de 11 millions de grivnia pour réparer les baraques de son unité. Mais c'est des contrats passés avec des sociétés appartenant à des proches. Ouais. Il a reçu un bakshish de 4,5 millions de grivnia pour cela. Mais il est encore en poste. C'est beau la corruption. C'est merveilleux l'Ukraine. Et après, il s'étonne que ça se démantèle à vitesse de l'éclair. Voilà. Oui, c'est...
Si on regarde la situation économique en République populaire de Donetsk, la Banque centrale de la RPD veut lancer donc des projets de cartes de crédit pour faciliter les paiements sans cash dans la République. Donc actuellement, la Banque centrale émet déjà des cartes, mais qui sont des simples cartes plastiques à bande magnétique. Donc ce projet est guidé par la nécessité de réduire l'utilisation du cash, puisque la République n'imprime pas sa propre monnaie. Elle est tributaire du nombre de billets de roubles russes en circulation sur son territoire, hein. De facto, ça pose 2-3 petits problèmes. Donc l'idée étant de dématérialiser les achats de la vie courante autant que faire se peut, hein. Donc quand tu vas faire tes courses au supermarché, etc., comme c'était le cas avant la guerre. Donc, ils sont en train de lancer ce genre de projet. Sur le plan économique, toujours en RPD, l'usine d'électrodes Arcsel, qui avait fermé en 2014, vient de rouvrir et va fournir les électrodes aux usines métallurgiques de la République populaire de Donetsk, puis de celle de Lugansk dans un deuxième temps. Donc les contrats sont en train d'être signés pour cela. Il est prévu de produire déjà 29 tonnes d'électrodes ce mois-ci et 40 tonnes dès le mois prochain. Donc cette énième usine relancée a été l'occasion pour Alexandre Zakharchenko, le chef de la RPD, de souligner que l'économie de la République se stabilise désormais. Donc voilà, là on arrive maintenant enfin à une situation qui commence à être bien meilleure sur le plan économique. En République populaire de Donetsk, on parlait donc de corruption en Ukraine. On va montrer à quel point la situation est très différente en République populaire de Donetsk, puisque la semaine a été marquée par l'arrestation du premier vice-ministre des recettes et des taxes, Alexandre Mikhailov. Hein, donc il a été arrêté pour corruption, hein, il est accusé d'avoir reçu d'importants pots de vin, d'avoir outrepassé les pouvoirs de son ministère. Ça a été l'occasion pour Alexandre Zakharchenko de rappeler à tous que contrairement à l'Ukraine, en RPD, il n'y a aucune immunité qui tienne et que même les gens les plus haut placés peuvent être arrêtés s'ils enfreignent la loi. Donc je vais citer Alexandre Zakharchenko dans le texte parce que c'est magnifique. Ah, c'est croustillant, oui, c'est vrai. Ah, c'est du Zakharchenko comme je l'aime. Donc je le cite, je voudrais vous rappeler que beaucoup d'entre vous qui sont présents ici, les milliers de personnes sur la ligne de front, nos compatriotes, ne protègent pas notre pays pour faire de quelqu'un un roi ou un homme riche, pour laisser quelqu'un faire du profit pendant que les gens versent leur sang. Ce n'est pas ce pourquoi nous nous battons, ce pourquoi nous avons été blessés et avons souffert dans les hôpitaux. Donc je l'ai dit et je vais le répéter, il n'y a aucune immunité parlementaire dans notre pays. Aucune immunité parlementaire. Nous n'avons pas d'immunité. Personne n'est intouchable dans notre pays et aucun bâtard ne va voler l'argent de l'État ou corrompre les entreprises. Oh, comme on aimerait entendre un truc pareil en France. Ouais, je crois qu'on peut attendre encore longtemps. Il y a même des gens, d'ailleurs, après que j'ai sous-titré cette vidéo en français, qui ont demandé si on ne pouvait pas prêter Alexandre Zakharchenko pour être élu président de la France pendant quelques années, histoire de faire le ménage. Ah oui, au secours, hein. Alors, s'il pouvait se dédoubler, ça serait exceptionnellement bon. Voilà, il faudrait le cloner. Parce que bon, alors qu'en Ukraine, les corrompus sont protégés jusqu'au sommet de l'État. En RPD, comme on peut le voir, la lutte contre la corruption n'est pas un vain mot. Et le sommet de l'État exige de toutes les administrations, entreprises publiques et hommes politiques du pays qu'ils soient irréprochables. Hein, parce que je rappelle qu'en Ukraine, une bonne partie des députés de la Rada avaient rempli une déclaration de patrimoine qui aurait dû normalement les envoyer en tôle, hein, pour corruption, détournement de fonds et j'en passe. Et que l'Ukraine est incapable de mettre sur pied une commission de lutte contre la corruption qui soit efficace, obligeant l'Union européenne à venir à sa rescousse, hein, comme on l'avait déjà signalé dans un précédent site-rep. En République populaire de Donetsk, ça fait déjà 18 mois qu'une telle commission existe et rapporte directement au chef de l'État. Et Zakharchenko a de nouveau tenu à insister en disant « Si vous pensez que seuls les organismes officiels, comme le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Sécurité d'État, donc le MGB, sont surveillés et contrôlés, vous faites erreur. Il y a 1 an et demi, j'ai créé un service spécial qui m'adresse directement ces rapports. Le groupe est assez fermé, peu de gens sont au courant, mais je surveillerai tout, des marchés jusqu'aux administrations. » Voilà. Donc ça, je pense que le message est très très clair. Hein. Oui. Voilà. Non, mais c'est sûr que... Il nous en faut un comme ça en France, hein, c'est évident. Ouais, il n'y a pas qu'en France, il en faudrait un comme ça en Ukraine, il en faudrait un peu partout à mon avis, malheureusement. Ouais. En République populaire de Lugansk, hier, une conférence sur l'écocide qui est en cours dans la partie du Donbass occupée par l'armée ukrainienne a eu lieu hier, entre autres à cause de la déforestation massive qui est menée dans des zones comme Stanitsa Luganskaya, Lysychansk et Kremenaya, alors que la RPL a déjà replanté 360 hectares de forêt en 3 ans. Côté ukrainien, c'est l'inverse et ça a déjà des conséquences environnementales et climatiques puisqu'ils ont déjà eu des tempêtes de sable, entre autres. Au vu du grand nombre d'usines chimiques qui se trouvent dans la région, on ne peut que craindre un désastre.
Une résolution a été signée hier à destination du Conseil de l'Europe, du Parlement européen et des garants des accords de Minsk, donc surtout la France et l'Allemagne, afin de prévenir un tel désastre qui impacterait non seulement l'Ukraine et la Russie, mais aussi l'Europe. Il suffit de se souvenir que le nuage de Tchernobyl a quand même atteint la France. Voilà. Donc il serait peut-être temps que tout le monde se réveille un petit peu sur ce que l'Ukraine fait dans la zone du Donbass occupée en termes de gestion de l'environnement, mais aussi de ces usines à risque. Il y a beaucoup d'usines chimiques et métallurgiques qui utilisent beaucoup de produits chimiques dangereux. Si jamais ils étaient relâchés dans la nature, on peut imaginer la catastrophe. Se pourrait-il que ce soit les Ukrainiens eux-mêmes qui déforestent en fait pour pouvoir se chauffer l'hiver, faute de... Non, il y a un énorme trafic de bois depuis le Maïdan. Un peu partout en Ukraine, il y a des déforestations massives. C'est un véritable trafic. C'est un business de bois illégal. Donc c'est vraiment... non, c'est pas juste du bois de chauffage. C'est un véritable suicide, hein. Complet. Faire ça, c'est un suicide, hein. Complet. Ah bah alors là, tu lessives tes sols et tu te retrouves effectivement avec des tempêtes de sable. Donc au bout d'un moment, tu te retrouves avec des coulées de boue, des tempêtes de sable, Oui. Des sols complètement lessivés et donc des sols qui sont plus propres à la culture, quoi, puisque tu n'as plus d'épaisseur de sol suffisante. C'est ça. Donc, ça, c'est extrêmement dangereux. À moyen terme et à long terme, c'est extrêmement dangereux. Les couches de matière organique se dissolvent. Elles sont plus protégées. Elles sont plus protégées, elles sont érodées. Donc voilà. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, la situation vire au cauchemar. Donc on en a beaucoup qui hurlent à la propagande pro-russe concernant le fait que je dis depuis un bon moment que l'Ukraine s'effondre, qu'elle est en état de faillite et que c'est une catastrophe. Donc pour tous ceux qui hurlent à la propagande pro-russe, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui le disent dans une étude venant d'un institut de sondage ukrainien, le groupe Rating. Ça conforte les très nombreux articles d'analyse que j'ai écrits sur la situation catastrophique de l'Ukraine, parce que on voit pas bien comment le pays pourrait avoir ne serait-ce qu'un futur, c'est-à-dire un avenir quelconque, quand 85%, je dis bien 85% de la population ukrainienne est d'accord pour dire que l'Ukraine est en état de chaos. Je reprends textuellement, c'est pas une interprétation personnelle. J'ai traduit littéralement depuis l'anglais les conclusions de l'étude. Donc 85% de la population ukrainienne est d'accord pour dire que l'Ukraine est en état de chaos. Quand 85% de ta population dit ça, comment tu peux oser ensuite considérer qu'un avenir est possible pour un pays qui est dans cet état-là? 85% de la population. 75% des Ukrainiens disent que le pays est en plein effondrement. Les 3/4. Donc les Ukrainiens sont bien plus lucides que les quelques trous du cul qui se permettent de commenter sur la situation sans rien savoir à rien, en croyant la propagande ukrainienne ou la propagande européenne. 75% des Ukrainiens interrogés disent que le pays est en plein effondrement et 85% te disent que leur pays est en état de chaos. Je pense que plus clair que ça, c'est pas possible. Disons que, ou alors ils sont dans le déni complet parce que ça n'arrange pas leur schéma mental, tout simplement. Oui, à mon avis, c'est plutôt ça. Mais à un moment, il faut arrêter la cécité mentale. D'ailleurs, plus de 60% des personnes interrogées ont vu leur situation financière s'aggraver. 97% ont confirmé la hausse assez marquée des prix des produits et services pour l'année écoulée. Ce bureau d'études avait fait une autre étude qui avait montré un gouffre énorme entre les chiffres officiels du chômage en Ukraine, qui était de 9,7% fin 2016, et la réalité. Leur étude montrant que 27% des personnes interrogées en âge de travailler étaient sans emploi, hors retraités et femmes au foyer, dont 6% qui cherchent même plus de travail. Voilà. Plus d'un quart de la population active qui n'a pas d'emploi, tout va bien. Parmi les raisons expliquant cette gabegie dans laquelle le pays a sombré, 65% des Ukrainiens considèrent que c'est dû à la corruption et à l'incompétence du gouvernement actuel. 54% pensent que c'est bien sûr dû au conflit dans le Donbass. Les gens sont bien conscients que ça bouffe énormément de ressources financières du pays. Il y en a quand même 28% qui mettent ce désastre sur le dos de l'ancien gouvernement ukrainien, de Yanukovych. Pour la plupart, je trouve sans surprise dans l'ouest de l'Ukraine. Oui. C'est logique.
plus facile pour eux de taper sur un président en fuite plutôt que de devoir admettre que leur révolution de la dignité, soi-disant, est responsable du désastre actuel, vu que c'est cette partie de l'Ukraine qui est majoritairement à l'origine du Maïdan. Celle qui tire les marrons du feu face à tout ce désastre, c'est Yulia Tymoshenko, comme je l'avais déjà dit, et son parti, qui en cas d'élection anticipée gagnerait d'une courte tête devant les autres candidats, mais enfin il n'y a pas de quoi pavoiser, hein. À peine 13,2% des gens voteraient pour son parti, 15,2% voteraient pour elle, et 30% s'abstiendraient d'aller voter en cas de duel Poroshenko versus Tymoshenko au second tour, hein, quand même, hein, donc c'est quand même pas top. Hein. Il n'y a pas une option avec Yanukovych parce que... Non, il n'y en avait pas, c'était que Tymoshenko versus Poroshenko ou Tymoshenko versus Lyashko, etc. Ils ont fait des tests comme ça. Ça aurait été amusant parce on que... mettra le lien vers l'article où il y a le lien vers l'étude, les gens pourront aller regarder. Voilà. Mais bon, même malgré le fait que le gouvernement actuel est largement accusé d'être responsable de la situation, seulement 52% des Ukrainiens supportent l'idée de dissoudre le Parlement et d'organiser des élections législatives et présidentielles anticipées, et 40% sont carrément contre cette idée. De même, si 70% des sondés estiment que la situation actuelle est tellement grave qu'elle pourrait mener à des manifestations massives à l'échelle nationale comme celle des 2 précédents Maïdan, seulement 41% soutiennent l'idée de lancer de telles manifestations, et presque 40% sont prêts à y participer, et 42% sont contre cette idée. Hein. Donc il semble bien quand même que les Ukrainiens sont assez échaudés par le dernier Maïdan, hein, par du principe qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Ça se reflète dans le fait aussi que si 75% des Ukrainiens sont contre le fait d'ouvrir la vente de terres agricoles en Ukraine aux étrangers, seulement 40% iraient manifester contre une telle décision. Comme d'habitude, les plus enclins à se lancer dans un Maïdan 3.0 sont de nouveau les Ukrainiens de l'Ouest, sans surprise, et ceux qui votent pour le parti Samopomych, donc un parti qui compte entre autres le député Semyon Semyonchenko, c'est celui qui avait défendu les tarés du bataillon Tornado en disant que c'était des héros de l'Ukraine et autres. Les violeurs là, les violeurs, les assassins. Les violeurs, tortureurs de gosses, de femmes et tout. Ceux qui votent pour le parti radical, hein, qui a quand même comme président Oleg Lyashko, dont les méthodes nazies ont même été dénoncées par Amnesty International, et le parti pour la vie de Vadim Rabinovitch. Voilà, hein, donc ça donne quand même une bonne petite image de la situation en Ukraine. Non, ce ne sont pas mes élucubrations et fantasmes personnels. Vous avez là une étude statistique faite en Ukraine par un institut de sondage ukrainien, voilà, qui dit exactement la même chose que ce que je dis depuis des mois. Ouais, voilà. Donc, ça veut dire que les Ukrainiens ont une trouille, ou peut-être pas forcément une trouille, mais en tout cas n'ont absolument pas l'intention de refaire un Maïdan, parce que ce coup-là, ça serait totalement nazi pour le coup. Parce qu'ils attendent que ça, les autres. Ouais, je pense que c'est leur crainte, ouais. Ouais, je pense que là, le dernier Maïdan les a un petit peu vaccinés, et donc résultat, ils vont laisser leur pays couler jusqu'au bout, quoi. Tellement ils ont peur de ce que ça pourrait déclencher, en fait. C'est effrayant. C'est assez effrayant, hein. On en est arrivé là. Bon, malgré ça, les internautes ukrainiens sont pas trop d'accord pour le blocage des réseaux sociaux russes, hein, dont on avait parlé dans un précédent site rep. Oui. Une pétition a été publiée sur le site de Poroshenko, hein, appelant à mettre un terme au blocage des réseaux sociaux, dont Vcontact. C'est une pétition qui a déjà été signée par 25 000 personnes, donc ils ont atteint le seuil requis pour pouvoir être pris en compte par l'administration de Poroshenko sous les 10 jours. Donc, entre autres, le texte de la pétition indique « C'est une grande plateforme publicitaire ». Des contacts, hein, entre autres, qui contribuent à la réalisation de la production nationale, de la création de contenu, etc. Cette décision de l'administration du président de le bloquer entraînera une série de conséquences négatives. Donc, les gens sont quand même bien conscients qu'ils sont en train de couler le pays, hein, avec leur décision à la con. Au rayon décision encore plus débile, le SBU a proposé d'ériger en infraction la propagande pro-russe dans les médias ukrainiens, afin de lutter, soi-disant, contre la 5e colonne qui serait présente à l'intérieur du pays. Ouais. Hein, bon, la liberté de la presse en Ukraine, je crois qu'il faut arrêter d'en parler parce qu'elle n'existe plus. Enfin, je veux dire, faut arrêter les conneries. Hein, le chef du SBU, Vassili Gritsak, a appelé à neutraliser complètement la 5e colonne ennemie et à ériger en infraction la propagande pro-russe dans les médias ukrainiens. À cette fin, il propose d'élaborer un acte d'unité d'information des journalistes face à l'ennemi. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Hein. Ouais. C'est de la novlangue totale. Et d'introduire dans le code pénal du pays une appréciation juridique convenable de toutes les formes et méthodes de la guerre hybride dans les médias. Hein, bon, le SBU qui s'engage bien sûr à participer à l'élaboration de cette nouvelle
loi. À en croire le chef du SBU, de telles mesures doivent constituer une riposte adéquate à tous les représentants de la 5e colonne dans le secteur de l'information de l'Ukraine et à renforcer à la longue, attends, tiens-toi bien, la foi dans la liberté de parole et la démocratie parmi les Ukrainiens. On n'a pas un discours comme ça à la base qui a justifié la création du décodex. Un truc assez voisin, je crois, non? Ouais. Ah, mais au rayon novlangue, tu sais, la censure, c'est la liberté de parole, la guerre, c'est la paix. Non, mais là, je crois qu'on atteint le sommet quand même. Hein. Oui, oui. Donc là, en gros, parce que leur acte d'unité d'information des journalistes, c'est en clair, une charte, vous suivez ce qu'on vous dit, tu dis ce qu'on te dit de raconter, et tu fermes ta gueule. Et oser appeler ça une manière de renforcer la foi dans la liberté de parole et la démocratie parmi les Ukrainiens. C'est quand même très fort, hein. Là, Ah oui, ils sont capables de toutes les là, inepties, niveau hein. cynisme, hypocrisie, je vais être vulgaire, fils de puterie, là on a atteint le sommet, là. Ah, mais là, c'est de la novlangue totale, là. Je dis, l'esclavage, c'est la liberté. Enfin, on en est là. Hein. C'est la confusion mentale. Je pense que là, ça devient psychiatrique. C'est psychiatrique. À un moment donné, quand il y a une telle inversion dans le sens des mots, dans le comportement, c'est forcément psychiatrique. Hein. Il ne peut pas y avoir d'autres explications. J'appelle le médecin de l'hôpital d'où ces gens-là sont sortis à aller récupérer leurs patients avec camisole de force et petites boules roses, hein, s'il vous plaît. Oui, oui. S'il vous plaît. Donc pendant ce temps-là, à Kiev, ou plutôt à Moscou, c'est Vladimir Poutine hein, qui nous offre celui-là, puisqu'il a ironisé sur le président ukrainien, hein, Poroshenko, qui prétend être un Européen. Donc lors de la fameuse ligne directe avec les Russes que Vladimir Poutine a chaque année, hein, il a parlé bien entendu du dossier ukrainien, et il est revenu sur les récentes déclarations de Poroshenko selon lesquelles il serait un Européen, hein, dès que l'Union européenne a annoncé l'instauration du régime sans visa pour les Ukrainiens. Poroshenko a cité le poème de Lermontov « Adieu Russie malpropre ». Et donc Poutine a répondu, je cite, « Si quelqu'un veut être européen, alors qu'il ferme d'abord ses comptes dans les zones offshore et qu'il parle après du bien du peuple. » Oui. C'est vrai que c'est un contre-exemple flagrant. Je crois même qu'il a rajouté quelque chose puisqu'il a cité un Russe, c'est ça? Ouais. Mais il n'a pas cité la totalité de la citation, en fait. Oui. Donc, Poutine a ensuite ironisé sur le fait qu'il fallait qu'il se méfie sur la venue des hommes en bleu ou ce genre de choses. Ça se voit après dans la suite. Donc, voilà, merci Poutine, merci Tonto Vova. Non, mais parce que là, c'est grandiose, quoi. Le mec a des comptes offshore, il s'est enrichi de manière démentielle depuis qu'il est président de l'Ukraine, il est corrompu jusqu'à l'os. Le pays a sombré dans la corruption la plus totale, c'est le pays quasiment le plus corrompu de la planète. Je vais dire, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc j'ai parlé, je vais faire pour une fois, je le fais pas souvent à la fin des sites-rep, mais là je vais lancer un appel aux dons urgent. Je vais mettre le lien on mettra le lien vers le reportage que j'ai fait à Krutaya Balka, au nord de Yassinovataya, donc ce petit village hein, qui est lourdement bombardé. On a découvert une vieille dame dont la maison a été éventrée et le toit avec suite aux tirs de l'armée ukrainienne. Cette dame, elle a juste un fils qui lui reste, qui a peu de moyens, et là, le toit étant complètement éventré par un obus. Notre crainte, c'est que la maison devienne inhabitable aux prochaines pluies. Son fils n'a pas les moyens d'acheter une énorme bâche pour pouvoir couvrir la zone de toit. C'est pas un petit trou. Hein. Il y a plusieurs mètres carrés qui ont été complètement détruits. Donc la maison va prendre l'eau. Donc il faut absolument qu'on arrive à aider cette vieille dame. Parce que sinon, sa maison va devenir inhabitable. Ça va se transformer en champignonnière. Ça va être invivable pour elle. Mais pour ça, on a besoin de votre aide. Parce que voilà, ça coûte quand même quelque chose d'acheter une bâche, d'acheter aussi de quoi boucher le trou, l'énorme trou qu'il y a dans le mur de sa chambre. Il y a un trou comme ça qui est dans le mur de sa chambre. Donc il faut absolument qu'on les aide à réparer. Et pour ça, on a besoin d'argent. Donc je voudrais que les gens me contactent par email. On mettra mon email
dans la vidéo et dans la description de la vidéo. Dans la description, ouais. Dans la description. Donc envoyez-moi un email pour obtenir les coordonnées bancaires pour faire le virement. Si vous voulez aider cette vieille dame, mais vraiment j'en appelle à tous les gens qui nous regardent. On a besoin de votre aide pour aider cette vieille dame. On peut pas la laisser comme ça. Sinon, elle pourra plus habiter dans sa maison. Ça va devenir invivable. Les moisissures vont se développer. Et c'est une vieille dame qui est vraiment très très âgée. Donc elle va tomber malade si on la laisse dans enfin, c'est un émental maintenant, hein, sa maison. Faut appeler les choses par leur nom. Donc, il faut vraiment qu'on lui vienne en aide. Donc, vraiment, même 5-10 euros, les petites rivières font les grands fleuves. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Contactez-moi par email pour aider cette dame de Krutaya Balka. Voilà. Donc, la situation, comme on peut le voir, c'est pas joyeux. On voit une recrudescence des tirs sur les zones civiles. Hein. Là, la plupart des victimes de la semaine sont des victimes civiles, sauf un soldat. Tout le reste, ce sont des civils. Les tirs se concentrent sur les zones de vie civile, sur les infrastructures vitales comme les stations de pompage, les stations d'épuration de l'eau, les lignes électriques, les sous-stations électriques, les conduites d'eau, etc., etc. Donc vraiment, il y a une volonté délibérée de rendre la vie impossible ici. On voit bien que c'est pas du tout une guerre contre l'armée russe, que c'est pas une guerre contre des terroristes. On voit que c'est un génocide, une volonté claire et nette de génocider la population ici. Bon. Et encore une fois, je souligne, dans le silence complet des gens qui, soi-disant, s'occupent des crimes de guerre à la Cour pénale internationale. Qui s'est inquiété du sort des homosexuels en Tchétchénie, mais aussi des homosexuels dans le Donbass. Il y a eu aussi une connerie à un moment sur les droits des LGBT dans le Donbass. C'était magnifique parce que ces organismes qui s'inquiètent de ça se sont jamais inquiétés en 3 ans des droits et libertés de l'ensemble des civils du Donbass. Avant de s'occuper des minorités, commencez par vous occuper de tout le monde. Hein. On verra après pour le reste. Parce qu'effectivement, les LGBT dans le Donbass sont eux-mêmes victimes des bombardements ukrainiens. Voilà. Donc le plus logique, ça serait déjà de dire arrêtez de bombarder le Donbass pour être sûr que les gens qui sont dans LGBT dans le Donbass ne ramassent pas un obus qui traîne et qui a été lancé par ces abrutis. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il faut reprendre un petit peu les choses dans l'ordre. Mais on commence quand même à avoir une petite prise de conscience. Là, j'ai vu un article du Washington Post qui est passé, où ils commencent tout doucement à ouvrir leur gueule sur la présence quand même des néo-nazis au sein de l'appareil de pouvoir ukrainien et du pouvoir dont ils disposent. Alors c'est assez rigolo, ça donne lieu à des articles qui sont de véritables numéros de funambules, où on voit le journaliste en train de dire oui, mais bon, faut pas aller jusqu'à dire que l'Ukraine est gouvernée par des néo-nazis, ça c'est de la propagande russe. Mais bon, quand même, c'est un peu flippant parce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils ont l'impunité totale, le ministère de l'Intérieur, ils sont complètement noyautés. Bon, faut vraiment que l'Ukraine fasse le ménage, c'est pas trop tard, enfin, c'est délirant, quoi. Enfin, mais à part ça, les néo-nazis, ça n'existe pas comme BHL le disait. Voilà, le disait, voilà. Mais bon, moi j'ai fait une espèce d'article commentaire-réponse reprenant une partie donc, de cet article du Washington Post pour expliquer un petit peu qu'il faudrait que ce journaliste redescende de son nuage et du joyeux monde des bisounours. Je ne vois pas comment la police ukrainienne pourrait arrêter les criminels néo-nazis quand le chef de la police ukrainienne est lui-même issu du régiment Azov. Non, mais puis, et en plus, ce qui est important de comprendre, c'est la complicité active des médias dans la tromperie, parce que tu parlais de Poroshenko avec sa corruption, etc. Mais tout ça n'est possible que parce que les médias présentent Poroshenko comme une forme de libérateur, une forme de chevalier blanc contre la vilaine Russie. Et on a exactement le même symptôme en Occident où finalement les médias servent de caution à des comportements qui sont iniques, illégaux, voire criminels. C'est comme dans la guerre au Yémen, où les médias occidentaux ferment bien leur gueule sur les crimes de pays arabes. Exactement.
armée saoudienne, des crimes au Yémen, personne n'en parle, presque. Ouais. Hein, bon, donc on dénonce les criminels quand ça les arrange. Mais bon, là, il semble que ça commence à devenir trop gros pour arriver à être caché de partout. Donc... grâce à qui? Parce que il faut aussi de temps en temps que on reconnaisse les effets. À force de les couvrir, à force de dire aux médias occidentaux de fermer leur gueule sur la présence des néo-nazis au sein de l'appareil de pouvoir ukrainien, à force de leur demander de se taire sur la réalité du conflit dans le Donbass, de se taire à propos des crimes de tous ces bataillons néo-nazis, mais aussi de l'armée ukrainienne et de la garde nationale, à force de leur demander de se taire sur les crimes des autorités ukrainiennes, ces nombreuses lois liberticides qui sont votées en Ukraine, c'est comme un gosse à qui tu dis jamais non. Hein. Oui, mais pour ça, il faut que les gens qui soient en Occident aient connaissance de ces excès, de ces travers. Parce que sinon, les médias en Occident ne se sentiraient pas obligés d'en parler. Ce serait toujours la même chape de plomb. Donc c'est la reconnaissance implicite du travail de réinformation que pour lequel nous passons notre temps pour réinformer. Nous sommes un des éléments de cette réinformation et que, effectivement, les Occidentaux, les populations occidentales découvrent une vérité qui finit par transpercer parce que les faits finissent par se faire connaître d'une manière ou d'une autre, et en particulier grâce à, par exemple, ce CITREP, depuis le temps qu'on le fait, puisque c'est le 45e, et qu'on va bientôt fêter un an de CITREP. On va fêter un an de CITREP, ouais. Donc voilà, donc c'est clair que tout doucement, à force de marteler les faits, ils sont bien obligés de finir par sortir. Et là, ça commence à devenir un numéro de funambule assez drôle, parce que on voit ces journalistes en train d'essayer de concilier la propagande antérieure. On voit, oui, mais non, dire ça serait dire que c'est de la propagande russe. Mais bon, quand même, il y a des néo-nazis et ils sont dangereux, quoi. Ouais, mais c'est plus ou moins ce qu'on dit quand même depuis 3 ans. Donc là, ils sont en train de se prendre les pieds dans le tapis de leurs propres mensonges, et ça commence à devenir très très drôle. Mais ce qui est lamentable, c'est qu'il a fallu 3 ans pour que ces médias finissent par admettre ce que la presse russe a dit immédiatement au moment du Maïdan. Et en 3 ans, ces groupuscules néo-nazis ont fait beaucoup de victimes, non seulement dans le Donbass, mais en Ukraine aussi. Dans le reste de l'Ukraine, je rappelle des journalistes et auteurs comme Moles Bouzina, qui a été assassiné en bas de chez lui par de tels groupuscules, qui avait publié ses coordonnées, son adresse, etc., sur le fameux site Mirodvorets. Donc voilà où on en est. On commence tout doucement à avoir une timide prise de conscience de certains médias. On va voir à quel point la tendance va se poursuivre. Si on voit apparaître d'autres articles dans des médias mainstream, mais déjà le Washington Post, c'est quand même plutôt un signe positif, ça veut dire qu'ils sont obligés maintenant de... Ah oui, parce que leur crédibilité a été très sévèrement entamée. Leur crédibilité, elle est tombée pas loin du zéro. Donc là, maintenant, ils ont plus trop le choix que de commencer à faire leur travail. C'est comme l'OSCE, c'est une fois qu'on leur met le nez dans le caca qu'ils commencent à faire leur boulot. Donc voilà. C'est leur compromission. C'est leur compromission qui a fait le succès des médias alternatifs. Exactement. Qui, eux, ont essayé, avec leurs faibles moyens, de transmettre des informations alternatives, mais qui étaient les plus en phase avec la réalité. Voilà. Donc, au bout d'un moment, la vérité finit toujours par arriver. Comme je dis, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Elle finit toujours par arriver à destination. Absolument. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Exactement. Donc là, je sais pas quelle va être l'évolution des prochaines semaines, mais quand je vois la tendance, et au niveau de l'Ukraine, et là, ce qu'on voit, la débandade de l'armée qui abandonne carrément des positions avancées par accord mutuel ou contre contrepartie financière, ça veut dire clairement qu'il y a quand même une certaine partie de l'armée ukrainienne qui refuse d'aller se battre pour les oligarques ukrainiens. Donc c'est plutôt bon signe. Mais ça veut dire aussi que là, les autorités ukrainiennes commencent à prendre peur et que ça risque d'accélérer le déclenchement d'une offensive tant qu'il leur reste un semblant d'armée. C'est ça.
Parce que avec des c'est pas une mesures fois qu'il ne extrêmes, restera hein. plus que les bataillons néo-nazis qui vont pouvoir lancer une offensive. Ça, c'est clair. Voilà. S'il ne leur reste plus que la garde nationale et les bataillons néo-nazis, ils vont se retrouver plus qu'avec la moitié de leur armée. Et là, ça va être un peu problématique. Donc, c'est clair que là, l'horloge tourne Oui. pour les autorités ukrainiennes. Mm. Et là, ça commence à devenir très, très mauvais. Là, j'ai vu passer donc Sébastien, collègue qui est en indépendant, a fait un article où on avait parlé de Mariupol qui se retrouve privé d'eau chaude, hein, Oui. pour 6 mois. 5 districts de Kiev, soit plus d'1,5 million de personnes, se retrouvent aussi privés d'eau chaude pour cause de dettes du système de charges communales. Là aussi avec une dette assez énorme, comme à Mariupol. Là, on se retrouve quand même avec 2 grosses villes du pays qui sont totalement ou partiellement privées d'eau chaude commune pour cause de dettes. Et la question du métro de Kiev, hein, qui a aussi des dettes vis-à-vis de la société électrique, hein, qui fournit la ville en électricité, se pose de nouveau. Donc là, on risque d'assister à une coupure du métro de Kiev pendant l'été, faute de paiement de la dette. Donc voilà où en est l'Ukraine. C'est quand même très très grave. Quand le métro de la capitale et 5 districts de la capitale sont privés d'eau chaude pour un problème de dette. Là, ça commence vraiment à devenir sérieux. Ça veut dire que là, le pays a vraiment entamé la dernière phase de l'effondrement, c'est-à-dire celui où les services de base, les infrastructures vitales ne peuvent plus être maintenues. Ouais. Donc ça commence par l'eau chaude, ça va être l'électricité, ça sera l'eau potable, ça sera le gaz, ça va tomber petit à petit. Là, tout va tomber. Ça va être un effet domino et là, je veux dire, les puissances européennes peuvent injecter autant de pognon qu'elles veulent, ça finit de toute façon dans les poches des oligarques et pas dans l'économie réelle du pays. Et donc, au bout d'un moment, ça va éclater. C'est-à-dire, même si beaucoup de gens ne veulent pas déclencher un nouveau Maïdan, il y a un moment où ça va éclater. Ça risque quand même d'éclater, parce que quand les gens seront privés d'eau chaude, puis d'électricité, puis au bout d'un moment, ils vont descendre dans la rue, parce qu'ils n'auront plus rien à perdre. Et c'est un facteur aggravant qui pousse à l'offensive, justement, parce que le système, enfin le gouvernement, et ils vont vouloir se maintenir jusqu'au bout, voilà. Et la guerre est un très très bon moyen. On a d'ailleurs actuellement une proposition de ce cher Turchinov de renommer l'opération antiterroriste en guerre, faire une déclaration officielle de guerre contre la Russie. Voilà. Je pense que ça va très mal se terminer, tout ça. Ils sont acculés, et une bête acculée. Turchinov, Premier ministre, ancien Premier ministre. Qui était ancien président par intérim, après la chute de Yanukovych. Voilà, c'est le délire d'un type qui a quand même eu des responsabilités très hautes au sein de l'appareil politique. C'est celui qui a déclenché la fameuse opération antiterroriste. Hein. Voilà. C'est lui qui a armé les bataillons néo-nazis, c'est lui qui a ordonné de tirer sur des civils, qui a fait cette fameuse interview à la BBC. Okay. Donc voilà les délires où on en est. Donc là ça commence à devenir quand même inquiétant. Situation à surveiller. L'été risque d'être très très chaud, et ça va mal se finir. Et bien sûr, il y aura un site-rep exceptionnel s'il faut intervenir avant. Ouais, s'il y a besoin. Donc voilà. Donc je te souhaite une bonne soirée, et merci. Je te dis à la semaine prochaine. Merci Christelle, bonne soirée également. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine.